Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, est-ce que les AirPods vont être bientôt interdits en Europe ? On va traiter bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Un grand merci à Medralik qui commence bien la journée en renouvelant son Prime 28e mois d'abonnement. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Il y a de la neige à Paris, il y a de la neige peut-être chez vous aussi. Est-ce un titre provocateur pour faire venir du monde ? Mais bien sûr, nous sommes les rois du putaclic, vous le savez bien. Comment vous allez bien ce matin ? Merci Kalena qui enchaîne également avec son abonnement, 7e mois d'abonnement. Grand merci à toi Kalena. Bonjour à tous. On va démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue parce qu'il faudrait que je termine pas trop tard. On va essayer. Samuel là, il se dit mais c'est pas possible, c'est Noël avant l'heure. Non, j'ai un rendez-vous après, important. Donc, je vais essayer d'être dans les temps. Après, le temps est une notion extrêmement relative, comme le disait Einstein. Voilà, hein, on est bien d'accord là-dessus, c'est noté. Samuel, il a noté. Ah, en mode confiné, bon courage à toi, The Random. Grand courage à toi. Ok, mais pas tard, la phrase des soirées qui finissent mal. Ouais, c'est un petit peu ça. Y a-t-il des rendez-vous pas importants ? Oui, il y a des rendez-vous pas importants, il y a des rendez-vous plus importants que d'autres. Allez, on va regarder tout de suite de quoi on va parler ce matin. Grand merci d'abord à Pierriche pour son 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci LNJJJ pour ton Prime 26e mois d'abonnement. C'est également pas de l'amour, c'est de la rage. C'est magnifique. C'est magnifique. Nowtech à la salle de sport, tout à fait. T'as tout deviné, Locan. Allez, on y va. On va parler effectivement des AirPods, bientôt interdits par une loi européenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais vous expliquer. On va également enchaîner sur l'iPhone. Apple pourrait bien autoriser les App Store alternatifs en Europe. Intéressant. Et on continue toujours chez Apple. Ouais, il y a de la pomme ce matin. Pourquoi Tim Cook a visité une célèbre usine de capteurs de Sony au Japon ? Est-ce que j'étais au Japon pour voir Tim Cook ? Vous ne le saurez pas. Nous parlerons également de la peine ahurissante que risque le fondateur de FTX après son arrestation. Marion vous a parlé de son arrestation hier. Là, on va parler des peines encourues. Vous verrez, c'est pas piquer des verres, comme on disait. On parlera également de fusion nucléaire. Un soleil artificiel franchit le seuil d'ignition et c'est historique. Avec des petits guillemets quand même, avec des petites, un petit astérisque. Justement, on expliquera cette histoire du soleil artificiel, de la fusion nucléaire et de l'étape qui vient d'être franchie. Nous terminerons en parlant de l'iPhone 14, on ira vite, puisque je vous en avais déjà parlé dans le mug. Mais ça y est, la connexion par satellite est disponible en France. Vous pouvez aller vous perdre en montagne. Non, c'est une blague, c'est du second degré. Et nous parlerons bien sûr de notre magnifique sponsor Shadow, votre PC dans le cloud. Et si on a le temps, on terminera par un petit fac. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, il faut juste que je fasse une petite manip que j'avais oublié de faire. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. On va commencer tout de suite. Non, on peut dire pas piquer des verres. Il n'y a pas piquer des hannetons aussi, mais pas piquer des verres, moi je l'ai déjà entendu aussi. Voilà. On va parler effectivement de cette histoire des AirPods interdits en Europe. What the...
Qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, en fait, c'est le Parlement, c'est un article de iPhone.fr. Le Parlement et le Conseil européen ont trouvé un accord sur la législation à adopter quant aux batteries électriques. Parmi les points qui risquent de poser le plus de problèmes, l'idée d'une batterie amovible qui serait voulue par l'Union européenne. L'iPad est flou. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien changé. Oui, effectivement, je vois qu'il est légèrement flou, l'iPad. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il serait flou. Alors là, mystère. Bon, c'est la faute à Guillaume. Je ne vais pas pouvoir résoudre le problème. Désolé si c'est un peu flou. L'image de l'iPad, attends. Pourtant, il n'est pas... Non, là, le point blanc, il est bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi il est flou. Merci de ne pas commenter les problèmes techniques dans le chat. Alors, voilà, la batterie amovible. L'eurodéputé français Pascal Caffin veut la fin de l'iPhone non réparable. Alors, il se trompe un petit peu de cible, l'iPhone étant, et on en a fait la news cette semaine, l'iPhone étant réparable, et même maintenant réparable par vous, en tout cas en théorie, puisque Apple vient d'apporter son programme de réparation. Vous pouvez réparer votre iPhone vous-même. Donc, oui, la batterie de l'iPhone n'est pas amovible, mais la batterie de l'iPhone est en théorie réparable, même par vous aujourd'hui. Donc c'est un peu trompé de cible. Par contre, oh là là, il y a des problèmes avec l'iPad aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, là où il se trompe pas de cible, et ce qui pourrait avoir des conséquences, c'est sur un autre produit d'Apple, les AirPods, qui, eux, n'ont absolument pas une batterie amovible et dont la réparabilité est proche de zéro. Il est toujours impossible de réparer les AirPods et quand la batterie au cœur d'un AirPod commence à trop vieillir, la seule solution à disposition pour les utilisateurs est de racheter des nouveaux écouteurs. Si vous avez une grosse baisse de la batterie, vous pouvez pas amener chez Apple qui vous ouvre les AirPods, qui remplace la batterie. Ce que va faire Apple généralement, c'est qu'ils vont prendre vos AirPods, vous en faire acheter des nouveaux et recycler les AirPods. Une solution qui est rentable pour Apple, puisqu'il s'assure un minimum constant de vente. En gros, on va dire une batterie d'AirPods, ça dure entre 3 et 5 ans. De mon expérience à moi, peut-être que certains l'ont... Oh là là, désolé, on a vraiment des problèmes d'iPad. Je vais moins l'afficher. Donc, on pourrait dire, c'est un calcul d'Apple. Ils pourraient mettre des batteries amovibles dans les AirPods, ils dureraient plus longtemps. On en reparlera justement. Après, l'article dit que que Apple promeut ici un désastre écologique en jetant les appareils non fonctionnels plutôt que les réparer. Alors, c'est à demi vrai. Si vous ramenez vos anciens AirPods qui n'ont plus de batterie chez Apple, Apple va les recycler. C'est pas parce que les AirPods ne sont pas démontables qu'ils vont pas les démonter. En fait, il suffit d'enlever la couche plastique autour. Mais oui, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de système qui permet d'ouvrir les AirPods et de remplacer la batterie. Mais Apple va quand même les recycler. Si par contre vous les jetez à la poubelle, vos AirPods quand ils ont plus de batterie, oui, ça va poser quand même un gros problème. L'Europe ne veut plus de batteries jetables et mise sur la collecte, le recyclage ainsi que la réutilisation. Afin d'aider les utilisateurs à conserver un appareil dans le temps, il devrait être possible dès 2025 de changer la batterie d'un téléphone portable ou d'un autre petit appareil électronique. À terme, cette obligation pourrait même s'appliquer aux constructeurs automobiles qui devront prendre en charge ce genre de réparation. C'est du moins ce que propose le texte de loi européen. L'iPhone non réparable est en somme déjà une vieille idée puisque l'iPhone est réparable, mais les AirPods sont eux plus menacés que jamais. Les écouteurs Apple, au même titre d'ailleurs que tous les écouteurs Bluetooth, parce que là on est en train de charger Apple parce que ça vous fait cliquer, vous adorez,
venir voir les problèmes d'Apple. Mais en fait, ça va être le problème de tous les écouteurs Bluetooth. Il n'existe pas aujourd'hui, et on l'a vu même avec Fairphone qui a sorti des écouteurs, les écouteurs Bluetooth de Fairphone, la batterie n'est pas amovible du tout. La question qu'on pourrait se poser, c'est là où la législation européenne, je suis à 100% pour, la faisabilité de la chose. Je pense qu'une batterie extractible, parce qu'attention, quand on parle des AirPods, il y a 3 batteries dans les AirPods. Ne l'oubliez pas. Il y a la batterie du boîtier, voilà, mais vous avez aussi les batteries des écouteurs eux-mêmes. Une batterie dans chaque. Une batterie amovible dans cette partie-là, c'est impossible. Les trucs seraient immenses. Il y a un moment, je pense aujourd'hui, en tout cas avec les technos d'aujourd'hui, la miniaturisation impose, on va dire, des batteries collées, des batteries. Devialet permet de changer la batterie du boîtier de base. D'accord, ok. Bah, le boîtier de base peut-être déjà, mais il y a un moment, la miniaturisation impose qu'on peut pas avoir trop de pièces mécaniques, il faut coller. Et il faudrait surtout que les écouteurs en eux-mêmes soient démontables. Ça veut dire des vis apparentes, enfin un système pour les démonter. Je dis pas que c'est complètement impossible. Peut-être qu'on peut y arriver. Mais en tout cas, dans l'état des choses aujourd'hui, moi je pense, en toute modestie, ce que l'Europe devrait imposer, c'est à partir d'une certaine taille d'objets électroniques, faire un système de consigne. C'est-à-dire que quand vous achetez, et là ça va pas plaire à tout le monde, mais quand vous achetez des écouteurs Bluetooth, vous devriez payer une avance sur le recyclage. Allez, je sais pas, 30 €. 30 € de plus au moment de l'achat. Mais ces 30 €, vous êtes garanti de les récupérer quand vous ramenez vos écouteurs, quand ils sont en fin de vie. Voilà un système de consigne comme il existe. Alors justement, pas une taxe qui serait prise sur et jamais rendue, mais vraiment une consigne. C'est-à-dire, on vous retient, je sais pas moi, je sais pas quel prix, mais disons 30 € sur l'achat de vos écouteurs Bluetooth. Alors je sais, ça serait pas bon pour la compétition, mais imaginons, on vous prend une certaine somme, et cette somme, on vous la rend. Alors vous allez me dire oui, mais avec l'inflation, 30 € en 2022, ça sera pas la même chose que 30 € en 2025. Vous avez raison. Si j'avais la solution, je serais peut-être pas là. Ou je sais pas, une prime parce que si vous ramenez vos écouteurs chez le constructeur ou que vous les renvoyez chez le constructeur, lui, par contre, la Commission européenne pourrait imposer au constructeur de recycler ces boîtiers-là, de fondre les AirPods pour récupérer les métaux, etc., et pas juste de les jeter à la poubelle. Donc, c'est un problème un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Faire des AirPods qui seraient dévissables, démontables, je sais pas, je suis pas ingénieur. Le problème, il y a l'étanchéité. Rendre un système étanche, qu'on puisse ouvrir. Il y a plein de problèmes qui peuvent se poser, en fait. Le problème, oui, il y a des bacs, il y a des trucs pour recycler. Le problème est que les gens ne recyclent pas. Et vous dites, mais qui jette ses AirPods à la poubelle? Je vous garantis que plein de gens le font. Il y a plein de gens... le coup classique, c'est le tiroir. Le fameux tiroir où on met tous ces objets électroniques qu'on n'utilise plus. Me mentez pas, je sais que vous en avez un pour la plupart d'entre vous. Vous avez un tiroir, vous avez les vieux appareils en vous disant « Oh, je les réutiliserai peut-être un jour. Oh, il faut que je pense à les amener au magasin où vous mettez vos vieilles piles, etc. » Et intuitivement, je dirais qu'une fois sur deux, ce tiroir n'est jamais vidé, sauf le jour où vous déménagez. Et là, sur un coup de tête, parce que vous êtes à la bourre, vous dites « Bon, c'est un peu naze, mais allez, je mets tout à la poubelle. » Je suis sûr que des gens le font. Je suis sûr que des gens le font.
Donc c'est ça, c'est le problème quand on dit jeter à la poubelle. C'est le problème de ce tiroir de vieux appareils électroniques. On peut les amener où? Ben, vous pouvez les amener même dans le supermarché. Est-ce que vous pouvez recycler votre smartphone? Ça, je sais pas, mais il suffit quand vous allez acheter un nouveau smartphone ou vous le renvoyez. Il y a, je crois pas me tromper, mais je crois qu'il y a un système, par exemple, si on prend Apple, pour renvoyer vos vieux appareils, même qui marchent plus, pour que Apple les récupère. C'est dans le même tiroir qu'il y a les chargeurs d'appareils que tu n'as plus, ouais, tout à fait. Il y a des bacs, oui, pour recycler, hein. Dans les Apple Store, vous pouvez ramener n'importe quel appareil, pas que des produits Apple. Et Locan le rappelle, et il a raison. Si vous avez un vieux smartphone, même pas Apple, et que vous allez acheter, et vous pouvez leur renvoyer, je suis sûr qu'il y a un moyen de renvoyer, hein. Sinon, il y a les déchetteries, ouais. Et pour ceux qui habitent, par exemple, à Paris, sachez, je crois qu'on peut, les déchets électroniques, si vous réservez un camion de déchetterie, en tout cas, les appareils électroménagers, vous pouvez. En région, bah voilà, Clouner. Bien sûr que ça demande un peu plus d'effort que de jeter à la poubelle. Mais j'ai envie de dire, sauver l'humanité va demander un peu plus d'effort que de rien foutre. Et je parle pas de sauver la planète, je déteste cette phrase sauver la planète. C'est pas à nous, enfin la planète, elle nous survivra, hein. Là, c'est, on va dire, sauvegarder les mammifères, globalement. On en est là, aujourd'hui. Il y a des associations. Mais oui, forcément, ça demande un petit effort. Vous savez, c'est comme les piles, hein. C'est pareil, hein, dans le tiroir, les piles. Et moi, ça m'est arrivé, hein, d'avoir le tiroir tellement rempli de piles. Bon, maintenant, il y a des bacs dans tous les supermarchés. Ça demande juste l'effort de se souvenir de ramener ses piles, quoi. Vous savez, on a de la chance. On n'est pas bon à ça en France à recycler. Je vous rappelle que dans d'autres pays, c'est pas 2 bacs, hein, qu'ils ont, hein. Il y a je sais pas combien de bacs et le tri doit être fait, sinon vous prenez des amendes, les ordures sont payantes. Et je pense qu'on devrait arriver à ça en France, hein. Voilà, donc c'est faisable. C'est absolument faisable. Est-ce que sauver les mammifères ne vaut pas de revenir un peu sur la miniaturisation pour un peu moins d'obsolescence? C'est compliqué de revenir en arrière. Ça va être compliqué. Dans l'absolu, t'as pas complètement tort. Mais est-ce que vous avez envie d'avoir des AirPods qui soient, je sais pas, 2 fois plus lourds, épais, avec des vis apparentes? Est-ce que vous les achèteriez? Faut pas oublier que les entreprises, alors après les États peuvent les forcer à faire certaines choses et c'est pas exclu d'ailleurs que l'Europe oblige Apple à faire des AirPods qui soient démontables. On n'aura peut-être pas des AirPods étanches. On n'aura pas, j'en sais rien, hein, mais c'est c'est compliqué. Moi, je pense qu'on devrait être beaucoup plus dans l'incitation à ramener ces appareils électroniques pour qu'ils soient pris en charge par des cycles de recyclage. Et l'incitation, ça peut être fait par une consigne. On a fait ça avec les bouteilles en verre pendant des décennies. Le système de consigne tech serait pas une mauvaise idée, à voir comment on l'applique, mais qu'on paye une consigne quand on achète le produit tech et que cette consigne nous soit rendue quand on le ramène. Ça donnerait des bonnes habitudes à plein de nouvelles générations, quoi. Faudrait forcer les fabricants à faire moins de modèles différents. Oui, mais alors là, il faut que tous les États dans le monde soient d'accord. Parce que s'il y a simplement certains pays qui disent aux constructeurs ne fabriquez pas des smartphones tous les ans, bah simplement les constructeurs vont pas les vendre dans ce pays-là tous les ans, les différents modèles, mais continueront parce que la concurrence elle est là.
C'est bien gentil de dire ouais, mais pourquoi Apple fait des produits tous les ans? Je pense que Apple serait relativement pour faire des smartphones tous les 2-3 ans, mais il faut que l'ensemble du marché mondial suive. Sinon, c'est pas du jeu pour Apple. C'est bien pour ça qu'il y a des problèmes et que la croissance verte est un non-sens. Qu'il va falloir d'autres marqueurs dans notre société sur le succès même d'une entreprise, son efficience par exemple, pour mesurer son succès, même boursier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le succès d'une entreprise n'est mesuré que par sa capacité financière. Tant qu'on restera sur un modèle où les pays et les entreprises seront mesurés sur leur PIB et leurs résultats financiers pour mesurer leur performance, si c'est l'unique marqueur, on n'arrivera à rien en écologie. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit imposer un marqueur d'efficience à n'importe quelle entreprise, à n'importe quel pays, pour mesurer son succès. Et tant qu'on ne sera pas à ça, et les notions de croissance verte ne fonctionneront pas tant que c'est uniquement sur le financier. Parce que la croissance engendre forcément un surplus de déchets et de pollution. Si la croissance est uniquement basée sur le modèle financier. Je suis pas en train non plus de révolutionner les choses en vous parlant de décroissance, de décroissance braquée ou ce genre de choses. Simplement, moi, je pense et je veux militer de plus en plus pour qu'on définisse un nouveau marqueur de réussite dans la vie, un marqueur de réussite pour les entreprises, un marqueur de réussite pour les pays, qui ne soit pas uniquement financier, mais qui soit basé sur leur efficience. Voilà. C'est ce que je pense, fondamentalement. C'est mes réflexions, en tout cas, pour l'instant. Allez, on continue dans les articles. On va continuer, effectivement. Alors, désolé, l'iPad est flou, mais... Ah, putain, j'en ai fermé l'article. Ah, merde, c'était l'article sur quoi? Oh, c'est pas ma matinée aujourd'hui. Attendez. C'était l'article sur quoi? Ah voilà, c'est ça. Hop. Bon, j'ai plus mes notes, je vais vous l'afficher comme ça. Merci Samuel. C'est effectivement Apple qui pourrait bien autoriser les App Store alternatifs en Europe. Contraint et forcé, Apple pourrait autoriser le téléchargement d'applications pour l'iPhone et l'iPad en dehors de l'App Store, et cela en application des nouvelles normes européennes. C'est la grosse révélation du soir, c'est un article de Mac Forever, c'est la grosse révélation du soir que l'on doit une nouvelle fois à Bloomberg. Apple prévoirait de se conformer à la législation européenne pour entrer en vigueur et qui pourrait entrer en vigueur en 2024. Pour cela, elle autoriserait enfin le sideloading, donc le téléchargement d'applications auprès des magasins tiers. En pratique, le changement de norme permettrait aux utilisateurs de télécharger des applications sans passer par l'App Store et donc de ne pas verser la commission de 15 à 30% pour les achats intégrés. C'est effectivement une directive européenne qui n'est pas encore implémenté, mais qui casserait un petit peu le monopole que Apple a sur les applications qu'on peut installer sur l'iPhone. Le principe étant un principe de concurrence, tout simplement. L'Union européenne veut renforcer la concurrence et ne veut pas permettre à Apple d'être le seul, finalement, à bénéficier du marché des applications sur sa plateforme. Apple se défend de ça en disant ça va poser des problèmes de sécurité. Si on permet à tout à chacun d'ouvrir une App Store alternative à la nôtre et d'installer des applications, c'est un danger sur l'expérience utilisateur, c'est un danger sur la sécurité. Argument un peu bullshit. Parce que rien n'empêche Apple, si tu m'écoutes, Tim, je sais que tu m'écoutes. En vrai. Non, mais rien n'empêche Apple de dire OK pour des App Store alternatifs, mais voici les consignes de sécurité. Voici la manière, en gros,
dont une app doit être installée sur un iPhone pour préserver sa sécurité, pour empêcher les problèmes. En fait, ce qui gêne Apple, c'est que bien évidemment, des App Store alternatifs qui se lanceraient sur l'iPhone auraient des prix plus compétitifs. Ils prendraient un pourcentage quand même, je pense, sur les achats intégrés, mais peut-être pas 15% ou 30%, comme le fait Apple aujourd'hui. Il y aurait la concurrence. Donc la concurrence fait jouer les prix. Et donc pour attirer les développeurs sur ces plateformes alternatives, il est évident que les développeurs de cette plateforme pratiqueraient, je sais pas, du 10% ou du 5% sur les achats intégrés. Et c'est ça qui fait chier Apple, surtout, fondamentalement. Décidément, l'Europe et ses lois nous enfoncent de plus en plus. C'est ta lecture des choses, Elansar. Moi, je suis plutôt content que l'Europe se rebiffe. Je suis très pro-européen, personnellement. Mais je pense que l'Europe se retrouve souvent être le dindon de la farce vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. C'est-à-dire que nous, on est assez scrupuleux sur certains trucs. On applique des réglementations qui sont imposées aux États-Unis et en Chine qu'eux-mêmes n'appliquent pas sur eux-mêmes, et notamment en termes de concurrence. Et on le sait, dans plein de marchés, notamment l'aéronautique et tout, c'est notamment les États-Unis font la morale au reste du monde sur le libre-échange et sur la concurrence, et ne jouent pas le jeu eux-mêmes. Et on se fait taper sur les doigts, nous, l'Europe, quand on joue pas le jeu de la concurrence mondiale. Il y a un moment, ça suffit. Et je pense que c'est une très bonne chose que l'Europe, aujourd'hui, bien évidemment en faisant pas des trucs débiles, mais que l'Europe, aujourd'hui, dise, écoutez, vous faites ce que vous voulez chez vous, les États-Unis, mais nous, en Europe, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et de prôner un renforcement de la concurrence sur les applications mobiles, tout Apple que soit Apple, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Donc après, oui, il faut pas qu'on tombe dans des lois débiles qui feraient que les États-Unis, au bout d'un moment, vont dire écoutez, nous, nos Apple et tout ça, on va plus les vendre chez vous tellement ça devient chiant. Bien évidemment. Faut pas être. Mais je trouve ça très bien que l'Europe dise écoutez, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez nous suivre. Mais nous, c'est comme ça que ça se passe. L'OMC pour réguler les échanges. Bon, on va pas partir dans des discours sur la géopolitique et tout ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore à la Fédération des planètes, où la Terre fonctionnerait comme une seule entité et tous les pays du monde seraient main dans la main. Il y a quand même des compétitions, alors à grande échelle aujourd'hui, ce n'est plus tellement pays par pays, mais on va dire entre les grands pôles économiques. Et je trouve pas que la compétition soit très sportive, et même avec l'OMC qui tente de réglementer des choses, non, je suis pas d'accord que l'Europe doit suivre aveuglément toutes les directives de l'OMC sans avoir le droit d'appliquer ses propres règles commerciales. Je suis pas d'accord avec ça. C'est des problèmes extrêmement complexes, mais restons déjà sur la tech. C'est pas parce qu'Apple est une entreprise américaine qu'on doit accepter toutes les décisions d'Apple en Europe. Et ça a déjà été le cas. Je veux dire, à une époque, effectivement, les lois européennes et spécifiquement françaises étaient d'imposer d'avoir un casque, des écouteurs filaires pour l'achat d'un smartphone. C'est fini maintenant. On avait des bonnes raisons de le faire à l'époque. Apple s'y est plié. C'est pas impossible. Ne croyez pas que le marché européen soit un petit marché. C'est un énorme marché. Et il n'y a pas de constructeurs aujourd'hui qui peuvent se passer d'être sur le marché européen. Ça, ne croyez pas ça. Bref, on verra, mais je pense. Alors,
Après, in fine, je pense que les utilisateurs Apple utiliseront assez peu pour la majorité des App Store alternatifs. Ils feront toujours confiance à Apple. Il n'y aura que des geeks comme nous qui vont vraiment utiliser des App Store alternatifs. Je pense. Hein. Non, je sais que tout ça n'est pas simple. Hein. C'est toujours, de toute façon, un jeu entre la réglementation des États, la liberté des entreprises et le libre commerce. Il faut trouver des balances entre les deux. Il faut trouver des balances entre les deux. Et c'est quand même un problème que Apple soit le seul à pouvoir proposer des applications qui viennent d'ailleurs. Soit le seul. Les situations de monopole, c'est jamais très bon quand même. Ouais, mais Laurent, tu vois, je pense qu'on tombe vite dans une caricature en disant les App Store alternatifs seront bourrés de malware et tout. Non, Apple peut très bien fixer les règles du jeu technologique pour des App Store alternatifs. Ils peuvent très bien aussi, dire une application doit... Enfin, ils gardent quand même un certain contrôle sur la sécurité. C'est leur produit, leur plateforme quand même. Oui, mais ça a des limites comme raisonnement. Tu ne peux pas... Regarde, si on suit ton raisonnement, ça veut dire par exemple qu'un constructeur automobile devrait imposer les pneus que tu mets, l'essence que tu mets dans ta voiture. Il va proposer des accessoires, mais il faut que la concurrence puisse aussi proposer des accessoires pour le véhicule que tu as. Parce que sinon, le constructeur automobile... Si c'est lui qui fixe le prix de tout, il peut dire que tes pneus vont coûter plus cher que la voiture, par exemple. Bien évidemment qu'une marque a un certain nombre de droits sur les produits qu'elle propose, mais elle n'a pas tous les droits. Et le droit d'entrave à la concurrence en bloquant et en rendant propriétaires tous les accessoires, ou tout, dans le cas là d'accessoires numériques que sont les apps, Apple n'a pas le droit de bloquer complètement la concurrence. Mais software ou des roues, c'est la même chose. Les softwares sont des accessoires numériques de l'objet que tu as acheté. Donc, c'est important quand même ça. C'est important. Allez, on passe à l'article suivant. J'en profite pour remercier Serge Lutz pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Casablanca Driver pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Blackbeard Studio pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Bicris pour ton Prime 14e mois d'abonnement. Merci NI pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Hugo pour ton 2e mois d'abonnement. Merci Alpine Fresh pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Andy76 pour ton 21e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs de ce matin. Ouais, c'est comme si pour installer... imaginons, alors, revenons sur l'informatique. Tous les jeux vidéo devraient être possédés... Que PC, tous les jeux vidéo PC devraient être possédés par Microsoft ? Non. Non, ça peut pas marcher comme ça. Alors, les entreprises cherchent à le faire. Elles cherchent à nous enfermer dans des écosystèmes captifs. Et c'est normal. C'est normal qu'une entreprise essaye de faire ça. Elle essaye de maximiser ses gains. Donc on ne peut pas lui en vouloir d'essayer de nous faire un écosystème le plus séduisant possible pour qu'on ait envie d'acheter que des trucs Apple. Mais Apple ne peut pas interdire qu'on installe des choses, entre guillemets, non contrôlées par Apple. Bref, la concurrence, c'est pas simple. Article suivant. Alors, je reviens dans mes articles là. Pourquoi Tim Cook a-t-il visité la célèbre usine de capteurs de Sony au Japon ? On se le demande. Et pourquoi Jérôme était au Japon ?
Y aurait-il une corrélation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi, et c'est un article de 01net, pourquoi Tim Cook a visité la célèbre usine de capteurs Sony au Japon ? Quand Tim Cook publie des photos de ses voyages au Japon, ce n'est pas uniquement des clichés touristes. Il a publié effectivement une photo de touriste, où il est devant le château de Kumamoto, dans la préfecture du même nom, qui est le plus important du Japon. Mais il a également posté cette photo-ci, qui nous intéresse beaucoup plus, puisqu'il est chez Sony. Il y a des iPhones sur la table. Que se passe-t-il ? Est-ce que Apple fait fabriquer ses smartphones par Sony ? Révélation, non. Mais ses capteurs, oui. C'est Sony qui fabrique effectivement les capteurs de l'iPhone, au même titre que c'est Samsung qui fabrique les écrans des iPhones. Alors on pourrait dire, mais c'est pas du jeu, Apple devrait fabriquer ses propres capteurs, mais c'est pas les seuls. Sa venue dans l'usine de Kumamoto Tech n'est pas un hasard. Il est assez probable que certains des capteurs de vos appareils photo, de vos modules de caméra de smartphone proviennent de cette usine. Ou au moins les meilleurs. Sony est le numéro 1 mondial de la production de capteurs en volume, plus de 40% du marché des capteurs, mais aussi en valeur et en quantité. De Nikon à Fujifilm, en passant par Panasonic ou le français Pixi, tout le monde de la photographie, ou presque, se fournit chez Sony. Si vous achetez un appareil photo Nikon, le capteur, c'est un capteur Sony. Un Fuji, c'est un capteur Sony. Un Panasonic, c'est un capteur Sony. Il y a des exceptions. Leica et Canon fabriquent leurs propres capteurs, mais c'est des exceptions. En fait, une grande partie du monde de la photo se fournit chez Sony au niveau des capteurs, parce que c'est les meilleurs capteurs, quoi. Et ça s'étend au niveau des smartphones, parce qu'il n'y a pas que Apple qui utilise des capteurs Sony. Oppo utilise des capteurs Sony. Vivo, Xiaomi, une grande partie des autres constructeurs, une exception notable, Samsung, parce que Samsung a aussi une division de capteurs. Et c'est là où c'est intéressant d'analyser la venue de Tim Cook. Tim Cook, en venant chez Sony, finalement révèle au grand public, qui n'est pas forcément au courant, qu'il achète les capteurs pour les iPhones chez Sony. Mais il les achète pas chez Samsung, c'est ça qu'il dit aussi. Alors qu'il achète les écrans des iPhones chez Samsung. Commencez à voir la stratégie de Tim Cook. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Flatter ses fournisseurs et les mettre en compétition. Parce que Samsung aurait bien envie de vendre ses capteurs photo à Apple. Apple, pour l'instant, il préfère ceux de Sony. Ils sont mieux, j'ai les meilleurs prix. Voilà, ça s'appelle la concurrence. Alors là, on ne peut pas parler de monopole, Sony. Ils ont 40% du marché, Sony. Ils n'ont pas non plus 100% du marché ou 80% du marché. Déjà, c'est de la stratégie, effectivement, logistique, comme tu nous le dis, Mouchou, de la part de Tim Cook. Il y a aussi une autre stratégie Apple. Alors, entendez bien ce que je vais dire. Il y a une chose, moi qui teste quand même des iPhones. Les iPhones, techniquement parlant, ont du retard en photo. Est-ce que c'est pour ça que les iPhones font des moins bonnes photos ? Non. Parce qu'aujourd'hui, dans la photo smartphone, il y a une énorme part de la qualité de la photo qui ne vient pas de la technologie, mais du software derrière. Apple a quand même un retard au niveau du hardware photo. Là où maintenant, des Xiaomi et d'autres constructeurs proposent, par exemple, des zooms, des longueurs focales beaucoup plus longues, ou beaucoup plus de mégapixels, Apple est extrêmement sage sur les technologies qu'ils mettent dans leur iPhone. Je pense pas qu'ils ont tort de le faire. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense que certaines technologies qui sont déployées dans des Android, la technologie, le hardware photo y est, mais par contre, le software ne suit pas du tout. Je pense notamment au zoom x10 que j'ai testé dans des smartphones Android, ou x100 ou quoi que ce soit. Ton zoom marche. Enfin, la photo que tu obtiens derrière,
C'est pas foufou, quoi. Bien sûr que le nombre de mégapixels n'est pas directement corrélé à la qualité de la photo. Tu es ici sur une des chaînes qui l'a dit en premier, que le nombre de mégapixels n'a aucun sens si on n'a pas la taille du capteur. Alors, est-ce que, et là Oleg dit quelque chose de très intéressant, est-ce que parce que Apple... Alors, je termine juste sur un truc. Le signal fort que Tim Cook donne en allant voir les trucs Sony, c'est qu'il dit aux acheteurs d'iPhone, on bosse sur le hardware photo. Le prochain capteur qu'on va prendre chez Sony, on va envoyer du bois. Donc, que ce soit l'iPhone 15, 16, 17, j'en sais rien. Mais... Apple va probablement, upper un peu son game au niveau du hardware, au niveau du capteur notamment. Oui, je sais WXUG, mais si tu connais pas la chaîne, ça fait longtemps qu'on le dit aussi. Hein. Mais je suis d'accord. Quand on a travaillé sur des appareils photo, qu'on a testé des appareils photo, on le sait dans le monde de la photo que le nombre de mégapixels n'est pas une donnée... Enfin, c'est une donnée incomplète. Tu peux pas mesurer la qualité d'un appareil par le nombre de ses mégapixels. Bref. Mais ce que dit Oleg est hyper intéressant. Une particularité d'Apple, cependant, c'est les seuls qui font faire à Sony des capteurs Exmor RS personnalisés. Les autres ont des modèles de base. Alors, pas tout à fait vrai. Chaque constructeur, en fait, c'est pas parce que Sony fabrique les capteurs que les capteurs sont des capteurs Sony que Sony peut réutiliser. Chacun y va aussi de l'adaptation du capteur, même au niveau du hardware. L'article donne par exemple l'exemple des capteurs de chez Fuji qui utilisent une technologie... merde, comment ça s'appelle ? J'aurais dû le surligner. Le tri-machin, là. Ah, X-Trans, voilà, qui permet un capteur pseudo-aléatoire qui remplace la traditionnelle matrice de Bayer, et c'est une propriété de Fujifilm, et ils les mettent et l'intègrent dans les capteurs Sony. X-Trans, ouais, c'est ça. Voilà, donc, en fait, Sony n'est là qu'un fabricant de capteurs, et c'est la même chose avec les écrans Samsung. Chaque année, j'entends des gens dans les commentaires me dire « Oui, mais Apple, en fait, les écrans, c'est des écrans Samsung. » Oui, on le sait depuis longtemps. Mais c'est pas les mêmes écrans que sur les smartphones Samsung. Simplement, Samsung, avec les plans d'Apple, leur fabrique les écrans. Voilà. Oui, bien sûr. Bah, dans le monde de la photo, on sait par exemple que chez Sony, tu as des capteurs avec à peine 10,2 mégapixels et pourtant tout le monde se les arrache parce que c'est des super capteurs pour prendre des photos de nuit. Je pense effectivement à la 7S, enfin à la gamme de la 7S ou la FX3 ou ce genre de choses. Donc nous, on le sait dans le monde de la photo et de la vidéo que le nombre de mégapixels peut être important dans certaines situations. Attention, pas en train de dire que le mégapixel c'est du bullshit, mais ce n'est pas une donnée suffisante et selon ce que tu veux faire avec ton appareil, tu vas prendre plus ou moins de mégapixels en fait. Et que c'est très lié aussi à la taille de ton capteur. Parce que trop de mégapixels sur un capteur trop petit, ça peut être dangereux. Voilà. Donc, c'est une subtilité, mais il faut bien comprendre que des gens comme Sony, comme Samsung, sont des équipementiers pour les autres marques. Ça veut pas dire qu'ils refourguent leurs vieux écrans ou les capteurs dont... Le truc, c'est qu'il y a une ambivalence puisque Sony et Samsung sont aussi des fabricants, mais c'est aussi des équipementiers. Et ça, c'est une grande différence. Par exemple, Apple, eux, n'ont pas d'usine pour fabriquer des choses pour les autres. Désolé, j'ai été déconcentré par le message que tu as supprimé, Oleg, mais mon Dieu. Bref.
Apple fait ou fait faire du matériel pour répondre à un besoin, sauf au marketing et pas l'inverse. Cherche à voir. Oui, moi, ce que je reproche souvent dans les appareils photo de smartphone, c'est que il y en a beaucoup, pas tous, mais il y en a beaucoup. Ils mettent un capteur, ils mettent des trucs pour gonfler la fiche de spécification du smartphone, où les gens vont dire, mais c'est clairement le meilleur en photo. Le truc fait 100 mégapixels. Il zoome x20 optiquement. Il fait je sais pas quoi. Puis tu vois les photos derrière. En fait, en photo, l'important, c'est la photo. Quand vous allez montrer des photos à des gens, vous n'allez pas leur dire « Hey, t'as vu ça? C'est 100 mégapixels. » Hein, mémé, la photo de toi, là, à Noël, c'est 100... Personne n'en a rien à foutre de l'appareil avec lequel vous avez pris la photo. Les gens ne regardent que la photo. Est-ce que quand vous allez voir une expo photo, il y a la spécification en dessous du truc, cette photo était prise avec tel appareil, et telle longueur focale, et telle ouverture. Ah là là, la montée en ISO, elle est bien jolie. Non. Voilà. Les specs, je vais pas dire qu'on s'en tape, c'est pas vrai. Mais les specs, c'est des outils. C'est tout. Si vous achetez un outil qui est démesuré par rapport au résultat final, si vous l'optimisez pas avec du software, il sert à rien, l'outil. Des fois, oui. Alors, prenez-moi une photo d'une expo photo d'art où il y a les spécifications techniques de l'appareil qui a été employé de l'objectif. Après, je suis le premier à me tripoter sur les specs des appareils photo. Parce que c'est cool, en soi, mais c'est pas très important. T'as vu des expos avec la marque de l'appareil? Alors attention, il y a des expos, par exemple, organisées par Nikon, où ils vont montrer des photographes qui ont utilisé du Nikon. Mais dans une galerie d'art, moi, perso, j'ai jamais vu le nom de l'appareil photo qui était utilisé. Yann Arthus Bertrand, bah, il avait signé un contrat, alors c'était pour la thune. Alors oui, après il y a des trucs célèbres. On sait que certains utilisaient tel type de péloche ou ce genre de choses, mais c'est pas de la fiche de spec. Dans les musées, ils peuvent pas s'empêcher d'écrire la taille d'une toile et le type de peinture, huile, aquarelle. Ouais, mais là, ouais, c'est un petit peu différent pour moi. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous ont compris ce que je voulais dire. In fine, c'est la photo qui compte, pas les outils qu'on a utilisés pour faire la photo. Tu ne fréquentes pas les bonnes expos. Ouais, j'ai l'impression, hein. Vous vivez pas dans le même monde que moi, en fait. Mais peut-être tant mieux, hein. Je n'ai jamais vu une expo où il y avait les spécifications techniques pour la photo. Bref, tout ça pour dire, c'est un signal quand même fort qu'envoie Tim Cook en disant que la photo, elle est quand même toujours au cœur des préoccupations d'Apple sur les iPhones. Donc, cette photo que je vous remontre est très intéressante. On voit des ingénieurs autour de Tim Cook, lui qui est bien penché sur le... Là, la photo est très bien choisie par les RP. Nous travaillons en collaboration avec les meilleurs ingénieurs du monde pour faire les meilleurs appareils photo sur les iPhones. Voilà. Donc, opération de RP réussie. Passons à l'article suivant. Putain, je suis en retard déjà. Un article de jeux vidéo tech. Voici la peine ahurissante que risque le fondateur de FTX après son arrestation. On revient pas sur l'histoire. Marion vous l'a fait hier. Il s'est fait arrêter aux Bahamas. Il va avoir un double procès à la fois des Bahamas, en tant que pays, mais il va être extradé aux États-Unis.
visé par une plainte de plusieurs procureurs américains, le milliardaire crypto a finalement été arrêté par les autorités des Bahamas, actuellement placé en détention. Samuel Bankman-Fried ne pourra pas assurer le témoignage en ligne devant la Commission des services financiers des États-Unis, qui était prévu aujourd'hui, puisque là, il est sous les verrous. Ainsi, selon la déclaration des États-Unis, l'ancien PDG sera extradé prochainement vers les États-Unis, son pays natif, puisqu'il y a des accords entre les Bahamas et les États-Unis quant aux extraditions. Les faits qui lui sont reprochés et le procès qui va avoir lieu, on lui reproche quand même des choses assez lourdes. Le blanchiment d'argent, fraude boursière, fraude électronique, le complot en vue de commettre une fraude électronique. Selon ses premières données, un avocat a affirmé que l'homme pouvait risquer, accrochez-vous, 612 000 ans de prison. Je ne rigole pas, 612 000 années de prison. Waouh, ça fait beaucoup, hein. Il va être très vieux à la sortie, hein. 612 000 années de prison. Oui, mais non, mais ouais. On laisse le squelette dans la cellule. Alors, ça nous fait toujours effectivement un peu sauter au plafond. La justice américaine fait le cumul des peines. Avec une réduction de peine, il sortira dans 300 000 ans. Tranquille. Son avocat a affirmé que Bonin, pour les faits qui lui sont reprochés conformément à la loi des directives fédérales sur les peines. Cette estimation prend en compte les potentielles plaintes des quelques millions d'utilisateurs de FTX qui se sont fait spoiler. Néanmoins, l'enquête ne fait que commencer. D'autres circonstances et complices pourraient s'ajouter au dossier au cours de l'enquête. En effet, la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis s'est emparée de l'affaire FTX. En tout cas, il risque beaucoup de prison. Alors, j'ai vu le commentaire de quelqu'un, je sais pas, je vais pas remonter, disant les peines aux États-Unis sont extraordinaires quand il s'agit de prendre l'argent des riches. Alors, tu n'as pas tout à fait tort, mais tu n'as pas tout à fait raison. En fait, les peines aux États-Unis, mais même en Europe, les peines pour pour le blanchiment d'argent, la fraude boursière, sont extrêmement sévères. Et on peut même être choqué de voir que parfois, certains crimes de sang, des assassinats et tout ça, sont moins lourdement pénalisés que des crimes financiers. Ça pour une simple et bonne raison que, notamment les États-Unis, qui sont le chantre de l'économie de marché, en fait, l'économie de marché ne peut pas marcher s'il y a la moindre tolérance sur des choses comme la fraude boursière. Sur la fraude. Tout s'effondre, en fait. C'est tout le système économique qui s'effondre si on est laxiste et tolérant sur le blanchiment d'argent, sur les systèmes de fraude, etc. Là où tu as tort, en fait, ça rigole pas sur le pognon aux États-Unis, ça c'est clair. Mais pas qu'aux États-Unis, quand même. C'est vrai que les peines sur des trucs financiers sont généralement très très lourdes. Parce qu'il en va de l'équilibre de l'économie de marché. Après, quand tu dis c'est parce qu'il a volé aux riches, là tu as un petit peu tort. En fait, s'ils risquent autant et ils vont vraiment lui tomber dessus à bras raccourcis, c'est que justement, il a entre guillemets fraudé avec de l'argent de petits porteurs. Et ça, les États-Unis n'aiment pas du tout. Parce qu'un des principes justement aux États-Unis, c'est que tout le monde a accès au marché,
Les petits porteurs, c'est une culture aux États-Unis. Tout le monde organise sa retraite en faisant fructifier son argent. Le rapport à l'investissement, je parle pas de l'épargne, je parle de l'investissement. Le rapport à l'investissement est sacré aux États-Unis. Et là, en gros, il a plutôt égorgé ce qu'on appelle les cochons. C'est le langage boursier, c'est terrible à dire, mais c'est terriblement cynique. Mais on dit que la bourse et là, les cryptos ont tendance à égorger les cochons et que finalement, les riches s'en sortent toujours de ce genre de trucs. Mais c'est les petits porteurs qui souffrent. Et là, s'il va se faire plus que taper sur les doigts, 600 000 ans de prison, ça fait quand même beaucoup. C'est justement, les États-Unis sont, et leur histoire financière et juridique le montre, les États-Unis sont intransigeants quand tu t'en prends aux petits porteurs. Madoff, qui a fait de sa vie en fraude financière, n'a été condamné qu'à la fin de sa vie en 2008 à 150 ans de prison. Ouais. Oui, bon, ça peut nous paraître absurde, mais effectivement, justice américaine cumule des peines. On va te dire, bah, tu écopes de 150 années de prison. 600 000 ans, ça fait quand même beaucoup. 600 000 ans, c'est... Merde, ça fait combien de... Putain, je suis nul en chronologie historique. À 600 000 ans, on comptait... C'est quoi déjà? Ah merde, les premiers hommes, c'est combien? Les premiers hommes, c'est combien? 300 000 ans, les premiers hommes? Ça me paraît beaucoup. 300 000 ans, ok. Ça veut dire qu'il va rester en prison plus longtemps qu'il a fallu aux premiers hommes pour arriver maintenant. 6000 siècles. Ça fait quand même beaucoup, ouais. Ça fait quand même beaucoup. Bref, allez, on avance sur les articles. Je suis obligé d'essayer d'avancer un petit peu plus vite ce matin. On va parler de la fusion nucléaire. C'est un article de Numérama. Fusion nucléaire, un soleil artificiel franchit le seuil d'ignition et c'est historique. Des chercheurs américains, effectivement, la fusion nucléaire reproduit les mécanismes chimiques et physiques au cœur des étoiles. Dans le but de produire une énergie propre, pour y parvenir, il faut que les réacteurs produisent davantage d'énergie qu'ils n'en consomment. Cette étape s'appelle le seuil d'ignition. Début 2022, les scientifiques s'en étaient approchés sans l'atteindre ou le dépasser, ce qui est le but visé. Eh bien, c'est pour cette raison que cette annonce est historique. Le 13 décembre 2022, The National Ignition Facility aux États-Unis a révélé enfin avoir passé le seuil d'ignition, comment on dit en français? Ignition ou ignition? Je veux dire ignition. Le 5 décembre dernier. Il s'agit d'une percée scientifique majeure qui a nécessité des décennies de travail, indique le laboratoire. Durant l'expérience du 5 décembre, 192 rayons laser ont émis une énergie de 2 mégajoules. Ce ne sont pas des rappeurs marseillais, les mégajoules. Je le précise pour ceux qui auraient une ambiguïté. Les mégajoules n'ont rien à voir avec des rappeurs marseillais. Voilà. 2 mégajoules vers leur cible, dont il a résulté une énergie de 3,15 mégajoules. Cela signifie que le seuil d'ignition est franchi. Le réacteur a produit plus d'énergie à partir de la fusion nucléaire que l'énergie laser utilisée pour l'alimenter. Ce seuil d'ignition est donc un seuil de rentabilité énergétique, en l'occurrence la rentabilité de 150%, avec une chaleur atteinte de 3 millions de degrés Celsius. Mais attention, on s'excuse, on n'est pas responsable de cette blague. Oui, je porte toute la responsabilité de cette blague. Je porte toute la responsabilité de cette blague, il n'y a absolument pas de problème.
Nous sommes bien sur la... Oui, c'est vrai. Petit aparté, Frandroid, je sais pas ce qu'il leur a pris, nous a nommé meilleure chaîne tech de l'année. Grand merci, Frandroid, d'ailleurs, pour ça. Donc, vous êtes officiellement sur la meilleure chaîne tech de l'année qui fait des blagues sur les rappeurs marseillais avec les mégajoules. Ouais, là, Frandroid va se dire, mais peut-être qu'on les a payés, hein. Et tu nous le dis maintenant. Oui, c'est sur Twitter. Vous irez voir. Bref, je continue mon article. Bien évidemment, même si c'est une nouvelle étape historique, ce n'est pas suffisant pour rendre le procédé utilisable. De nombreux défis restent à relever. Ils ont en fait la preuve que ça fonctionne, qu'on peut obtenir de l'énergie par ce biais, mais on est loin d'une application industrielle pour produire de l'énergie selon le CEA, le Commissariat français de l'énergie atomique, dans un mail envoyé à Numérama. Le seuil d'ignition est atteint à l'échelle de la pastille d'hydrogène visée par les lasers. Donc l'ignition a bien eu lieu au milieu de l'expérience, mais pas toute l'installation. En gros, et ça c'est déterminant. Car à l'échelle de toute la chaîne de fusion nucléaire, le rendement n'est que de 1% et pas de 150%, indique le CEA. Les lasers demandent bien plus d'énergie totale que celle qui est obtenue à la fin si on voulait pouvoir s'en servir. Par ailleurs, il faudrait produire cette fusion 10 fois par seconde environ pour imaginer produire de l'électricité, c'est-à-dire augmenter la fréquence de fusion, tout comme sa grandeur. Donc on est vraiment dans du laboratoire, on n'est même pas dans de l'application d'ingénierie. L'ingénierie qu'il a fallu, l'énergie qu'il a fallu pour montrer que c'était scientifiquement possible, n'est absolument pas rentable énergétiquement. Donc, c'est quand même une grosse étape, mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on aura des réacteurs, ou peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais c'est pas demain qu'on va avoir des réacteurs à fusion qui seraient très intéressants, hein, fusion nucléaire, parce que en gros, les seuils de rentabilité seraient très grands, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on peut en faire une étoile de la mort quand même? Oleg, j'aime ton sens pratique. Et qui sait, il y aura peut-être une réaction en chaîne et vous imaginez mégajoule. En fait, Joule va être reproduit. On sera envahi par des joules. Ça va être terrible. Donc, c'est quand même une étape importante, mais on n'y est pas encore. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est une étape importante. On termine les articles. Alors, je vais aller vite parce que j'ai déjà parlé de ça. Je vous l'ai décrit en long et en large. C'est un article de Frandroid, qu'on remercie au passage de nous avoir nommé meilleur créateur tech de l'année 2022. Non, en vrai, merci beaucoup Frandroid. Mais là, il nous parle de l'iPhone 14. Ça y est, la connexion par satellite est disponible en France avec la 16.2. Hein, donc vous avez accès, si vous avez la 16.2, aux signaux d'alerte par satellite, la connexion par satellite. Je vous avais expliqué comment fonctionnait ce système, hein. C'est très limité, c'est vraiment à réserver en cas d'urgence, pour appeler justement les urgences quand vous n'avez pas de réseau cellulaire, pas de Wi-Fi, que vous avez rien, que vous êtes en haut de la montagne ou très loin dans la mer ou ce genre de choses. Ça permet en fait de lancer un SOS par satellite d'une manière qui est très réglée. Hein. Vous n'allez pas envoyer un SMS à Tati Daniel par satellite. Hein. C'est pas du tout le principe. Ça va permettre également d'avertir automatiquement. Alors il y a eu des histoires effectivement de l'alerte qui s'était déclenchée sur des gens qui skiaient ou qui étaient sur des montagnes russes. Bon, c'est des petits ajustements à faire sur le système, mais en tout cas, les services d'urgentistes
Là, il y avait le témoignage de Gary Machado, le PDG de l'Association européenne des numéros d'urgence, qui sont vraiment contents, qui disent que ça va sauver beaucoup plus de vies. Vous pourrez également, avec ce système, envoyer aussi votre localisation par satellite quand vous êtes au milieu de la pampa, en ouvrant le logiciel Find My. Vous pourrez envoyer votre position par satellite. Attention, je crois que ça ne s'active que si vraiment vous avez plus de réseau du tout. Quoique là, je vois sur l'icône, elle a du Wi-Fi. Donc on doit pouvoir le faire. Est-ce que je suis passé, moi, sur la... Attendez, je check rapidement sur mon iPhone. Position... Ah oui, non disponible. Ah oui, non. J'ai bien la preuve. Je vous le montre là. En fait, vous ne pouvez pas envoyer votre signal par satellite à partir du moment où vous êtes sur un réseau cellulaire. Mais sinon, vous avez un mode démo pour vous familiariser avec tout ça, et c'est important, je pense, et c'était mon message principal ce matin, que vous vous familiarisez. C'est pas au moment où vous allez vous péter les deux jambes en montagne et qu'il faudra envoyer un message de secours qu'il faudra vous demander comment le faire. Donc je vous conseille, il y a un mode démo pour les alertes, à vous entraîner à le faire au moins une fois. Après, si vous avez de la place, prenez un téléphone satellite. Oui, non, mais ça, c'est autre chose, Wendigo. Là, c'est quand même super qu'il y ait ce mode. Il y a très peu de gens qui ont vraiment besoin d'un téléphone satellite, à moins que tu sois un randonneur quasi professionnel. C'est quand même très encombrant encore aujourd'hui, un téléphone satellite. Et c'est très cher. Mais là, ça va donner quand même à beaucoup de gens la possibilité de donner une alerte par satellite s'ils sont un peu coincés, quoi. Donc c'est intéressant, c'est quand même super intéressant. Il y a déjà maintenant des histoires de vies qui ont été sauvées grâce à ce système aux États-Unis. Et ça, c'est quand même la meilleure pub du monde pour Apple, hein. D'avoir des vies sauvées grâce à leur système. Perdu dans le Larzac ou sur un voilier, ouais. Il y a plein d'endroits en France, hein. Il n'y a pas que le Larzac, ne nous manquons pas du Larzac. Mais à Paris, il y a des endroits où vous n'avez rien, hein. Question sérieuse, si un avion se crache en mer, est-ce que le signal satellite est activé pour retrouver l'avion? C'est une excellente question. En théorie, oui. En théorie, ça facilitera peut-être effectivement de retrouver ou d'avoir des informations lors d'un crash aérien. En théorie, oui. En théorie. Après, il faut voir. Pays tellement dangereux et vaste, les États-Unis, que cela leur est utile. En Europe aussi, hein, on a quand même des gens qui se perdent en montagne. Enfin, et puis ça peut arriver, on parle de cas extrêmes de gens perdus en montagne ou en mer parce qu'ils faisaient des trucs de ouf. Vous pouvez... Il y a des forêts autour de Paris où il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de réseau du tout, et vous pouvez vous péter la gueule sur un tronc d'arbre, vous faire extrêmement mal et pas pouvoir bouger, hein. Il y a des dispositifs automatiques dans les avions en principe, ouais. Alors effectivement, la forêt est peut-être pas un bon exemple parce que pour choper un satellite, c'est pas gagné, ouais. Ça peut être pratique pour les randonneurs qui font des randonnées pas forcément balisées, ouais, tout à fait. Oui, les avions sont eux-mêmes équipés de transpondeurs.
Le plus dur, ça va être de faire savoir aux gens que ça existe. C'est bien pour ça que je vous dis, entraînez-vous. Si vous avez la fonction, faites la démo. Je souhaite absolument à personne. J'espère que ça vous sera jamais utile. J'espère que ça vous sera jamais utile. C'est mon plus grand souhait. Mais j'espère aussi que si un jour ça vous est utile, vous sachiez le faire en fait. Non, ce que je voulais dire, les forêts autour de Paris, Fontainebleau, c'est pas l'Amazonie. On peut se faire mal et on peut se perdre, même dans des endroits un peu anodins, tu vois. T'es pas obligé de faire le Mont Blanc pour prendre un risque de te perdre. Alors, pour l'instant, le système est gratuit pendant 2 ans. Il risque de devenir payant après. Pour l'instant, on n'a pas les prix. Mais pendant 2 ans, il va être gratuit. Alors, est-ce qu'il y aura de l'abus ? On va voir. Est-ce que des gens vont... Le truc, c'est quand même une procédure lourde. Hein. C'est pas envoyer un message tranquillou. Vous allez quand même contacter des services d'urgence. Je pense que si vous êtes un petit plaisantin... Non, justement, il y a un mode démo pour tester qui n'envoie pas le signal au final, mais qui te permet de repérer le satellite et tout ça. Les gens qui vont... Non, mais vous pouvez le tester sans envoyer un message aux urgences. Si vous envoyez un message aux urgences, vous vous identifiez hein, quand même. C'est vraiment une très mauvaise idée de faire cette blague. Hein. Je pense. Parce que si les secours se déplacent et déclenchent un hélico et que c'était juste une farce, je pense que la facture de l'hélico, vous allez la sentir passer. Hein. Qui s'amuse à appeler les services d'urgence ? C'est terrible, mais tu serais surpris. Là, le truc, c'est que c'est pas prendre un téléphone filaire et appeler les services d'urgence. Vous localisez avec votre téléphone personnel qui envoie toutes les infos sur vous. Donc, vous pouvez pas dire « Ah, c'est mon petit frère qui m'a pris mon téléphone pour faire la blague, quoi. » Alors, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur si ça sera un abonnement ou payant si on l'utilise. Je pense que ça sera un abonnement. Ayant travaillé en tant qu'ambulancière, tu serais surpris des nombres de fois des motifs d'appel. Non, mais je sais. Moi, je sais. Hein, y a des gens qui sont vraiment très, très cons. Hein. Ça, et plus qu'on ne le croit. Hein. Oui, et le swatting, ce genre de choses, on sait que c'est des pratiques. Hein. Et pas que des pratiques de jeunes cons comme on les caricature. Hein. Faudrait que ça soit compris dans un peu loin. Écoutez, vous appelez Tim, hein, vous voyez avec lui hein, pour la facture. Hein. Vous voyez avec lui. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous allons parler de notre sponsor maintenant. Et notre sponsor, vous les connaissez bien. Mais vous n'êtes peut-être pas encore chez eux ou vous n'avez pas encore testé Shadow. Moi, je suis là pour vous inciter à le faire parce que c'est une expérience intéressante. Shadow, c'est un service de cloud computing. C'est tout ce qu'on peut faire, quasiment tout ce qu'on peut faire avec un PC classique, on peut le faire sur un PC Shadow. Surfer, jouer, travailler, se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque, avec n'importe quelle connexion Internet à partir du moment où elle est stable et elle est supérieure à 15 mégabits seconde. Vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur un vieux PC, sur votre nouveau Mac, sur votre smartphone Android ou iOS, sur votre télé connectée ou même sur un Raspberry Pi 4. Ça y est, ils reviennent en boutique d'ailleurs, les Raspberry Pi 4. Au niveau même du jeu,
Alors c'est du cloud computing, ce n'est pas que du cloud gaming, mais même si on prend que la partie cloud gaming, Shadow a des vrais avantages dans l'offre globale de cloud gaming. D'abord, vous pourrez jouer avec les jeux que vous avez déjà, qu'importe la plateforme où vous l'avez acheté. Des jeux EA, des jeux Steam, des jeux de chez Blizzard. Vous pourrez y jouer, puisque ça fonctionne comme un PC normal. Ce n'est pas le provider de la solution de cloud gaming qui choisit les jeux auxquels vous allez jouer. Vous jouez aux jeux que vous avez. Et les logiciels, c'est pareil. Puisque vous pourrez lancer un Photoshop, un Premiere, donc les acheter comme sur un PC normal. Donc ça, c'est quand même un sérieux avantage. Et même si d'entre vous aiment jouer à des jeux PC en les modant, en mettant des mods, c'est un vrai avantage du Shadow PC. Vous pourrez pas mettre de mods si vous jouez sur une plateforme de cloud computing. C'est quand même très très différent. Bref, Shadow, c'est un PC complet, accessible à distance, pour 29,99 € par mois, mais vous voulez peut-être un peu plus de puissance. Un PC, par exemple, capable de faire tourner des gros jeux AAA avec du ray tracing, une carte graphique équivalente à une RTX 3070 ou équivalent, jouer en 4K. Et ben pour ça, il faudra ajouter effectivement l'option Power qui est à 14,99 € par mois à votre Shadow de base pour avoir cette puissance-là. Moi, c'est le Shadow que j'ai, j'en suis très très content. Je suis en train de faire le switch entre l'Infinite et le Shadow plus l'option Power parce que j'ai les mêmes performances que j'avais sur l'Infinite d'autres fois. Alors, n'attendez plus votre nouveau PC, vous attend chez Shadow. Vous aurez 10 € offerts pour votre premier mois d'abonnement avec le code Nowtech10. Pensez également à utiliser notre lien d'affiliation pour aller vous renseigner ou pour aller prendre votre Shadow. Pour obtenir ce lien, si vous êtes dans le chat, vous pouvez taper !Shadow et vous aurez accès à ce lien d'affiliation. Pour les autres qui regardent le replay, il va s'afficher dans le chat. Voilà, on a Taos qui confirme, j'ai l'option Power et c'est pas mal, j'ai joué en 4K Ultra. Je fais une petite aparté, j'ai pas mal de gens j'ai quelques gens qui m'ont envoyé des commentaires en me disant ça marche pas chez moi. Il y en a déjà 2. Ça venait d'un problème entre la connexion entre leur box. Et parce qu'il me disait, Shadow, ça lag chez moi, alors que j'ai une super connexion Internet. Et ne serait-ce qu'en leur posant 2-3 questions, ils se sont aperçus eux-mêmes qu'il y avait un goulot d'étranglement, en fait, entre leur box et leur PC, et que ça n'empêchait pas la vitesse de leur connexion, mais par contre, ça engendrait de la perte de paquets. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. L'optimisation de votre dernier mètre de connexion avant de vous mettre à Shadow, en fait. Le problème est souvent entre le clavier et la chaise. Là, pour le coup, le problème est souvent entre votre box Internet et soit vous utilisez un Wi-Fi qui est un peu pété du cul, soit vous avez des vieux câbles Ethernet, soit pire, vous utilisez un CPL. Ça, le CPL pour la perte de paquets, le CPL, c'est très traître parce que vous avez à peu près les mêmes vitesses de connexion, mais par contre, la perte de paquets, elle est immense. Voilà. Il y a un speed test, comme le dit Grolb, il vous donne le lien d'un speed test pour voir si votre connexion est compatible avec Shadow et franchement, regardez vraiment la perte de paquets parce que c'est ça qui est plus important, beaucoup plus que la vitesse de votre connexion. L'idéal, c'est un câble Ethernet. Quand tu peux, oui. Quand tu peux, moi j'ai zéro problème quand je suis en Ethernet. Quand je suis en Wi-Fi, je suis en Wi-Fi 6, je suis pas en 6E. Avec ma tablette, il m'est arrivé de temps en temps une petite lagouille. Je jouerais pas un FPS compétitif en Wi-Fi sur mon iPad sur Shadow. Si je veux jouer un truc compétitif ou vraiment avoir zéro latence, je me mets à mon PC câblé en Ethernet RJ45 et tout le tralala. Ouais.
Et surtout, pas de périphérique Bluetooth. Et il y a un truc, par exemple, auquel les gens ne pensent pas. Certains utilisent des casques qui sont des vieux casques Bluetooth et disent ouais, mon Shadow PC lag. La preuve, j'ai le son décalé entre ce qui se passe à l'image et ce que je reçois dans l'oreille. Le problème vient pas de Shadow, il vient de ton casque Bluetooth qui a de la latence en fait. Vous voyez, il y a quand même tout un tas de paramètres à prendre en considération. Donc voilà. Voilà pour les conseils Shadow. Je vous propose, il reste une dizaine de minutes, même pas 9 minutes. On va faire 9 minutes de Cornfac. Et c'est où les Cornfac? C'est là. D'ailleurs, à propos de Shadow, le 23 décembre à 16h, je ferai un live spécial Shadow. Pour le coup, qui n'est pas sponsorisé, parce que la vidéo a été sponsor, mais ils m'ont jamais demandé de faire un live derrière. C'est moi qui prends l'initiative de faire un live pour répondre à vos questions sur le Shadow. Donc, si vous êtes dispo vendredi 23 décembre, juste avant les fêtes de Noël, à 16h, venez me poser des questions en direct sur Shadow. Merci Samuel de le remettre en lien. Et maintenant, vous pouvez me poser des questions, si vous en avez. Vous avez essayé, vous avez 0. Je teste le speed test de Shadow, je n'arrive pas à se connecter au data center, donc débit 0. Aïe, ils ont peut-être pété leur speed test, à vérifier. Non, on n'a pas testé le Steam Deck. Dina, là. Donc, je l'ai testé, mais on n'en a pas fait de vidéo. Shadow est dispo en Belgique maintenant, je crois, oui, maintenant. En Suisse, je sais que oui, ça vient d'arriver. Je ne sais pas pour la Belgique. Mais a priori, oui. Ils ont peut-être un problème de data center chez Shadow. Ce qui serait pas impossible, c'est que l'outil de... Mais faites un report à Shadow. Peut-être que l'outil n'est plus... Comme ils ont changé de serveur, l'outil est peut-être plus relié. Quel est ton objet tech préféré? Ah, une bonne question. Qui demande réflexion. Mon objet... C'est mon iPad. Clairement, c'est mon iPad. En fait, c'est facile. Ouais, c'est mon iPad, mon objet tech préféré. Le speed test est cassé. Faites un report à Shadow que le speed test est cassé. Hein. Oui, il y a une nouvelle vidéo sur SNCF Connect qu'on a sortie hier. Oui, on n'a pas voulu faire une vidéo trop exhaustive. Hein. Et Lansar, ça aurait été... elle fait déjà 11 minutes. Ok, le speed test marche pour certains d'entre vous. Guillaume a visité Shadow récemment. Si tu devais te passer d'un objet, plutôt vivre sans watch ou sans AirPods? Waouh! Je pense que je me passerais des AirPods plus que de la watch actuellement. Juste un petit mot pour te dire que j'ai enfin acheté mon premier set d'ampoules connectées Philips Hue. J'en suis très content. Eh ben, j'espère que tu as utilisé notre lien d'affiliation. J'espère. Non, mais très content pour toi. Hier soir, Shadow s'est éteint tout seul et t'as éjecté en pleine partie. C'était même pas Windows. Ah, c'est marrant, ça m'est jamais arrivé ça. J'ai déjà eu un des problèmes avec Shadow, hein, comme n'importe quel ordinateur. Jamais été éjecté.
Merci Mikoto Off pour ton abonnement, 3 mois d'abonnement, et qui a offert aussi un abonnement. Non, à renouveler, pardon, j'avais juste 2 infos. Merci Pims88 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Sunfreeze Zizback pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Tsonono pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Claude Test pour ton 2e mois d'abonnement. Merci Mouchou pour ton 5e mois d'abonnement. Je crois que je t'avais déjà remercié tout à l'heure, mais je te remercie encore une fois. Ah, les Tropic Field, t'en es bien content? Eh ben, j'espère que t'as utilisé mon lien d'affiliation. Non, elles sont cool, les Tropic Field. Et là, moi, j'utilise leurs Tropic Field d'hiver, là, celles qui sont bien chaudes et super étanches. C'est pas mal du tout. Samuel vous a remis le lien d'affiliation Tropic Field. C'est des chaussures que j'aime bien. Il y a des Philips Hue pour remplacer un néon? Non, t'as pas la forme d'ampoule néon. Mais tu vois, moi j'avais des vieux néons dans la cuisine, je les ai démontés, j'ai mis des Philips Hue à la place, j'en suis ravi. Bon, les liens d'affiliation, Yves, là, on vous les donne. Et sinon, il faut faire sur Discord, il faut faire point d'exclamation affiliation. Et Samuel et l'équipe ont fait un super boulot de recenser tous les liens d'affiliation. Merci en tout cas à Yorgarchef d'avoir utilisé notre lien d'affiliation Tropic Field. As-tu des problèmes pour lire des vidéos avec l'application YouTube? Non. Non, j'ai 0 problème. Est-ce que tu comptes aller voir la suite d'Avatar? Oui, très probablement. Très probablement. On va aller le voir. Allez, je prends les dernières questions. Il me reste 2 minutes. Donc je prends vos dernières questions. Retour d'expérience sur la mise à jour 16.2 sur HomeKit. J'ai pas encore testé, ouais. T'as un problème juste sur le contrôleur d'une bande Philips Hue. Ah, il faut voir avec Philips Hue, hein. Je pense. Contact Philips, hein, ils ont un bon service après-vente, hein, normalement. J'ai envie de dire, au prix où ils vendent leurs ampoules, c'est la moindre des choses. Donc, ouais, contacte-les. Je crois qu'ils te font de l'échange de produits assez facilement aussi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Demain, c'est Guillaume qui vous fait le live. Moi, je serai de retour vendredi. On va bien évidemment faire un petit raid. Je vois que Basti est là. J'ai oublié de vous préciser, mais la vidéo qu'on a sortie hier, il y a Basti UI dedans. Un grand merci à toi, Basti, d'avoir fait... moi, j'ai suivi ça de loin parce que j'étais au Japon, mais d'avoir aidé Guillaume pour faire cette vidéo sur SNCF Connect. On va faire un petit raid. Bah tiens, vu que j'étais au Japon la semaine dernière, on va faire un petit raid chez Mitsugi Off. Est-ce qu'il est déjà papa ou pas? Ça doit être bientôt, hein. Je sais pas s'il est papa déjà. Je l'ai pas vu au Japon. On va faire un petit raid. Allez, je vous fais des gros bisous et moi je vous retrouve vendredi et ça sera Guillaume demain. Ciao tout le monde.